Bonjour, alors la leçon est cette fois-ci consacrée au théorème de cause. Alors il s'agit plus précisément de présenter une analyse économique de la manière dont le droit, en tout cas selon la vision qu'en ont les économistes, donc dont le droit résout les conflits entre les individus. Pour les économistes, en effet, le droit sert, entre autres choses, à résoudre les conflits qui naissent des nuisances que nous faisons subir aux tiers par les décisions que nous prenons. Alors, les nuisances, ce sont ce que les économistes, dans leur jargon, appellent soit des externalités négatives ou des effets externes négatifs. Et je vous rappelle qu'un effet externe négatif ou une externalité négative, c'est le fait qu'une décision d'un individu a une influence négative sur les possibilités de production ou les préférences d'un autre individu. Alors, cette leçon comportera 4 parties. Dans une première partie, nous allons réfléchir à ce que pourrait être un bon niveau de nuisance, en se plaçant du point de vue de la collectivité. Dans une seconde partie, nous verrons que ce bon niveau peut, sous certaines conditions, et notamment l'absence de coût de transaction, donc ce bon niveau peut être réalisé par la négociation et que le droit n'affecte pas le résultat de cette négociation. C'est ce résultat-là qu'on appelle le théorème de cause. Et puis dans une troisième partie, nous prendrons cette fois-ci en compte les coûts de transaction et nous verrons à cette occasion comment et pourquoi le droit joue un rôle crucial dans la détermination du niveau réalisé des nuisances. Enfin, dans une dernière partie, nous utiliserons notre analyse pour réfléchir aux droits qui s'appliquent en matière de troubles de voisinage. Alors, nous allons commencer par, dans la première partie, par nous demander quel est le bon niveau de nuisance pour la collectivité. Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse facile à cette question. Mais, dans une première approche, on peut dire que le bon niveau de nuisance serait celui qui permet d'obtenir un compromis, c'est-à-dire qui équilibrerait les avantages et les désavantages de la nuisance pour les parties prenantes. Alors, nous allons reprendre la démarche qui a été suivie dans un chapitre précédent, c'est-à-dire que nous allons supposer que les gains et les dommages peuvent tous être exprimables sous forme monétaire, et puis nous allons étudier le cas où un agent crée une nuisance qui affecte un autre agent, donc on se restreint au cas où il y a deux individus. Donc une solution de compromis entre les deux individus pourrait consister à chercher les actions de ces individus qui maximisent la somme de leurs gains nets, c'est-à-dire les bénéfices moins les coûts. Et cette somme de gains nets, on appelle ça le bénéfice social net. Donc la solution de compromis prescrit les actions que doivent prendre les individus pour maximiser le bénéfice social net. Lorsque le bénéfice social net est maximisé, on a la propriété suivante. Si l'on accroît le niveau de la nuisance, la perte subie par la victime est supérieure au gain que en tire celui qui produit la nuisance. Et si l'on diminue le niveau d'externalité, c'est le contraire, c'est le gain de la victime qui est plus faible que la perte de l'auteur de la nuisance. Donc le point important, c'est qu'il y a en général un niveau de nuisance positif qui permet de maximiser le bénéfice social net, qui permet d'obtenir la solution de compromis. Autrement dit, la maximisation du bénéfice social net ne s'obtient pas en éliminant la nuisance. Éliminer la nuisance, ça peut être économiquement très coûteux. On ne peut pas produire sans polluer. Si vous ne voulez pas polluer, il n'y a pas de production. Là, peut-être que c'est une méthode un peu radicale. Alors, les économistes qui s'intéressent au droit, et notamment cause, se sont demandé quel rôle joue le droit dans la mise en œuvre de la solution de compromis que je viens de décrire, et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie, l'approche de cause. Alors je rappelle que Cause a obtenu le prix Nobel de sciences économiques pour ses travaux en matière d'économie des institutions, et notamment pour ce théorème que je suis en train de vous expliquer, que je vais vous expliquer dans un moment.
Alors, le point de départ de la réflexion de cause consiste à supposer que les parties en cause, d'abord ne subissent pas de coûts de transaction, sont suffisamment aisées pour payer des indemnités, etc. Et on peut alors se demander ce qui arriverait, du point de vue du niveau de la nuisance, si la personne qui crée cette nuisance avait le droit d'agir à sa guise. D'accord ? Par exemple, imaginons que je sois le propriétaire d'une discothèque qui est assise au rez-de-chaussée d'un immeuble et que je puisse choisir la durée de mon activité comme je veux. Alors, très certainement, j'ouvrirai ma discothèque toute la nuit, mais évidemment, ça pourrait ne pas plaire aux voisins qui, eux, préféreraient peut-être que je ferme à minuit, voire même avant. Bien. Alors, puisque j'ai le droit de faire ce que je veux, eh bien, je l'exerce, à moins que les voisins ne me proposent d'arrêter ou de réduire mon activité moyennant une indemnité. Alors ça implique qu'une négociation peut s'ouvrir entre mes voisins et moi-même. Alors, à quoi aboutirait cette négociation? Eh bien, je réduirais mon activité, je la diminuerais jusqu'au moment où la compensation que pourraient me donner mes voisins serait inférieure à la perte que je subirais si je réduisais encore mon activité. Mais par définition, ce niveau d'activité auquel cette propriété apparaîtrait, c'est précisément la solution de compromis. C'est la nuisance qui correspond, le montant de nuisance qui correspond à la solution de compromis. Parce qu'à ce bon niveau d'activité, une réduction supplémentaire de mon activité entraîne pour moi une perte qui est au moins égale au gain que fait mon partenaire en réduisant l'activité, et réciproquement. Donc, la négociation aboutit à réaliser la solution de compromis. Alors, évidemment, c'est un petit peu choquant dans la mesure où c'est moi qui étais à l'origine de la nuisance et c'est moi qui exige un effort de la part de la victime pour me conduire à choisir finalement, en fait à choisir moi et la victime de la nuisance, le niveau de la solution de compromis. Donc, regardons ce qui se passerait si le droit permettait à la victime de faire cesser la nuisance qu'elle subisse, par exemple par le moyen d'une injonction. Bon. Alors, à ce moment-là, c'est à moi, c'est à la personne qui est à l'origine de la nuisance, d'entamer des négociations pour éventuellement pouvoir exercer son activité. Autrement dit, il faut que je dédommage, c'est à moi de le faire cette fois-ci, la victime de la nuisance que je lui cause. Alors, je vais lui proposer des dédommagements et je vais choisir mon activité d'une manière telle qu'on va arriver au niveau de nuisance qui sera tel que le gain d'une activité supplémentaire, pour moi, sera plus faible que ce qu'exigera la victime de la nuisance en termes de compensation. Mais là encore, ce niveau correspond à la solution de compromis. Alors, ce qu'on vient d'établir, c'est ce qu'on peut appeler le théorème, entre guillemets, de cause. Et ce théorème s'énonce ainsi: l'attribution par la loi d'un droit de propriété au silence ou au bruit, c'est-à-dire d'un droit de contrôle de la nuisance, à telle ou telle des parties prenantes, n'influence pas le niveau finalement réalisé de la nuisance. Le niveau de compromis sera donc toujours choisi. Et l'effet du droit se manifeste uniquement dans la direction que prennent les transferts, c'est-à-dire qui verse quoi à qui. Mais évidemment, pour que ce théorème soit valide, il faut que les coûts de transaction soient inexistants de façon à permettre à une négociation théoriquement fructueuse d'être menée à bien. Alors, un petit mot sur la terminologie, en particulier l'emploi du mot théorème, que j'ai dit entre guillemets. Cette appellation de théorème est due à Stigler, qui est un autre prix Nobel de sciences économiques, et il l'a utilisé parce qu'il voulait qualifier le résultat obtenu par cause, qui est un résultat fort et un peu contre-intuitif. Évidemment, ce n'est pas un véritable théorème parce qu'il n'est pas établi avec la rigueur qui est souhaitable et même imposée en mathématiques, d'où l'utilisation des guillemets.